clear and loud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'humoriste, l'étudiant, le chroniqueur, Nikos. Bonjour Nikos. Mais bonsoir, ça va bien ou quoi? Ok, le public est en feu, Le public, ouais. mais après qu'on ait trouvé un public et qu'on a réussi à le calmer, parce que là c'était vraiment le désordre, il y en a quelqu'un qui a lancé une chaise carrément. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, j'ai vu plusieurs chroniques et je me suis dit, ce mec, je dois l'inviter. Il a l'air d'avoir un parcours un peu atypique. Tu as l'air en plus d'avoir des actualités assez atypiques entre les études et le stand-up et tout ça. Je me suis dit, ça va être méga intéressant, je dois l'inviter. On va parler de tout ça, vous inquiétez pas. D'abord, je voulais savoir, toi, comment vas-tu? Là, je dois être honnête du coup, je vais pas juste dire oui, ça va. Ici, on est dans un podcast, format podcast, il faut être honnête. Et bien là, figure-toi, je suis dans une période un peu avec tout ce qui se passe là. En plus, la canicule, ça aide pas, mais canicule, coronavirus, donc les scènes aussi qui commencent à être galères et tout. Puis je trouve qu'on est dans vraiment un entre-deux très bizarre où on fait semblant que on prend la vie normale, mais en même temps, dès que tu fais un truc, tu culpabilises. Et donc, il y a un truc très bizarre. Et donc, ouais, là, je suis dans une période un peu où je sais pas trop. Mais avant, ça allait. Ok. Avant, ça allait. Ouais. Peut-être Ok. qu'après, ça ira. Quoi, c'est difficile de pouvoir voir une bonne stabilité en tant qu'humoriste en ce moment? Ouais. Alors, oui, je pense. Parce que les gens, ils veulent plus trop se mettre dans des salles fermées. Bien Ce sûr, qui ouais, est je comprends. compréhensible, hein, parce que déjà, avec tous les médias et tout, on a fort peur. Et donc, forcément, on va pas aller dans un petit endroit confiné. Et surtout si la personne n'est pas connue, quoi. Moi, je suis pas, je suis personne. Je veux dire, si quelqu'un vient voir, c'est parce qu'il veut découvrir quelqu'un ou parce qu'il m'a vu quelque part sur une chronique et qu'il se dit, vas-y, j'ai envie de le voir en vrai. Mais c'est pas comme si Guillermo Guise faisait un truc. Et donc, tu dis, ok, c'est l'occasion d'aller voir quelqu'un que j'ai envie de voir depuis longtemps. Et donc, lui, ça va. Je crois que ça arrive encore à remplir les salles. Mais les tout jeunes artistes qui vraiment prenaient un peu le public qui passait, là, ils passent plus le public. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui galèrent un peu, ceux qui n'ont pas encore de public et tout. Ouais, je pense que là maintenant c'est dans une phase assez complexe. Surtout qu'on veut continuer à écrire, à produire des nouveaux trucs, sans scène où on peut avoir ce que je dis, un public de base, quoi, un public par défaut. C'est très compliqué d'écrire sans ça, quoi. Donc là on est un peu en pause, je trouve. C'est souvent les réalisateurs, ils ont l'opportunité de pouvoir écrire leur prochain scénario, leur prochain film. Ils peuvent se mettre dans une petite bulle tranquille et écrire. Mais je suppose qu'un stand-upper, un comédien, il doit avoir le public pour pouvoir comprendre les réactions et pour pouvoir évoluer, en fait. Je pense, ouais. Mais alors après, je pense qu'il y a aussi chaque humoriste travaille différemment. Bien sûr. Moi, je sais que j'aime bien parfois juste avoir une idée de blague, de texte ou quoi, d'aller sur scène avec un public qui est là et qui est chaud et juste dire ok, puis je vais vous parler de ça et je sais même pas où je vais, mais je le fais. Et parfois ça marche, parfois pas. Je pense qu'il y en a qui arrivent à se poser, à écrire tout un truc et dire ok, là je suis sûr qu'il y a 10 minutes drôles, mais moi je suis plus dans le moment et tout, donc là c'est un peu plus compliqué. Et puis aussi il y a même plus l'envie d'écrire, je trouve. Enfin moi j'ai pas trop, Ok. je suis en mode ok, j'ai même plus envie de rire. Ça va pas en dépression après. non, mais c'est pas ça. C'est juste je sais pas, j'ai ce truc de si les gens ils veulent pas venir rire maintenant parce qu'il fait chaud, parce ils ont peur ou quoi, j'ai pas envie de les forcer non plus, quoi. Ils veulent pas, on fera ça plus tard, quoi. Moi, C'est ça, il faut que le public soit de bonne volonté, il faut qu'il ait envie. Et je peux comprendre que ce soit difficile. Ah, de ouf. Et on commence l'émission vraiment avec un point très négatif, mais c'est la vraie vie. T'as raison. C'est juste, parce que c'est ce que je pensais, quoi. Non, mais ça prouve ton honnêteté et ça, Voilà, je suis très content de ça. Mais 100% je voulais honnête. qu'on revienne un peu dans le passé Ok. et qu'on parle un peu de ton parcours. Je me dis, quand tu étais petit, tu faisais des blagues en famille. Mhm. Comment on passe de je fais des blagues en famille à il y a moyen que je sois drôle, il y a moyen que je gagne un peu ma vie en étant drôle, il y a moyen que j'évolue. Tu vois, comment on passe de ces étapes-là? Comme tu dis, je pense que quand j'étais en famille ou quoi, je faisais toujours des petites blagues. Ou aussi un truc que j'ai remarqué en réfléchissant un peu, ça m'arrive. C'est genre, j'ai remarqué que quand je racontais des histoires à ma famille ou quoi, souvent je me levais.
Et genre, Ah ouais, tu vois, genre, ok. ouais. T'avais déjà... Genre, ouais, je te jure. Et encore, et c'est maintenant en parlant que je me rends compte que c'est vrai. Je me vois parfois faire ça où on était en repas de famille et on parlait et tout. Et puis j'avais une histoire, une anecdote et je me levais. Et ben on dit qu'est-ce que tu fous? Genre, assieds-toi, tu vois. On mange. Et moi je suis en mode, non, mais j'ai un truc à raconter, il faut que je me lève. Et donc je suis là et je faisais plus des gestes et tout. Et puis ouais, je sais que ma mère m'avait amené voir Gad Elmaleh, Kev Adams, enfin, toi, les gros noms de l'époque. Enfin, toujours des gros noms, mais bref. Et j'étais en mode, vas-y, mais ça, j'ai trop envie de faire ça, quoi. Et quand tu vois, moi, ce qui me fait trop kiffer chez les artistes, c'est l'entrée. Quand ils rentrent sur scène, genre, j'avais vu une entrée de Haroun, très simple, quoi. Je crois que c'est juste, t'as un spot qui s'allume et il rentre. C'est le plus basique, mais genre, moi, je suis en mode, ouah, c'est trop stylé. Genre, je veux rentrer comme ça, quoi. Il a un charisme comme ça qui se dégage. Et ouais, les entrées, ça me fait trop kiffer. Et donc, je me disais, vas-y, j'ai envie de faire ça. Et puis, mais l'envie m'était passée un moment parce que quand j'étais en réto, donc en 6ème, j'étais parti sur ingénieur gestion. Ok, là c'est vraiment très différent. Enfin, c'est très différent, ouais, ouais, vraiment. Et j'étais convaincu que j'allais faire ça. Pour moi, j'allais monter mon entreprise et tout. J'avais un peu enlevé mes rêves d'humoriste parce que bah, quand j'en ai parlé aux parents ou quoi, je veux faire du théâtre, ils disaient bah non, tu vas pas faire du théâtre. Tu veux manger plus tard? Bah tu feras pas du théâtre. Et donc j'ai commencé ingénieur gestion et après 2 mois, je suis rentré dans l'auditoire. J'ai vu un livre mais énorme. J'ai dit mais ça c'est pas, qu'est-ce que je fais ici? Il faut que je parte de cet endroit. Et puis après j'ai commencé marketing pour avoir un peu plus de temps parce que bon ça libère plus de temps qu'ingénieur gestion. Et du coup j'ai fait du théâtre à côté. Genre j'ai chopé tous les cours que je trouvais et donc j'avais 12 heures de théâtre par semaine que j'ai tenu pendant quelques mois. Et puis Ouais, 12 heures dans des théâtres différents. ouais, en fait Oh, wow. j'ai choper tous les cours que je trouvais, quoi. Donc il y en avait un qui était gratuit à Louvain-la-Neuve, un autre qui était payant à Namur, un autre qui était un truc d'impro. Enfin c'était vraiment un peu partout et je me suis dit je vais choper le plus de trucs possible. Ouais. Et je me souviens aussi, j'avais des soirées quand j'étais dans mon cote à Namur. Du coup, j'ai fait 1 an à Namur. Où je rageais parce que je regardais des gens qui faisaient du stand-up. Et je disais, mais putain, mais c'est ça que je veux faire, moi. Pourquoi je suis là dans cette chambre à faire marketing? Je m'en fous de marketing, tu vois. Et puis après, du coup, j'ai commencé à écrire mon premier sketch parce que j'ai trouvé le moyen de monter sur scène avec le What the Fun, justement. Et donc là, c'était à quel moment ça? Ah ouais, du coup, ça, je suis toujours à Namur. J'ai 19 ans. Wow. 18 et demi. Donc, tu as cette passion qui commence quand tu es tout petit, elle Ouais. grandit, et là, il y a vraiment, tu peux plus résister, tu te dis, il faut absolument que j'écrive un sketch là. Ouais, parce que je vois qu'il y a moyen j'avais vu une plateforme qui permettait aux jeunes de se lancer. Ok. Et du coup, je me suis dit, bah ok, bah, là, il y a un moyen pour moi de m'exprimer, donc il y a moyen que je le fasse. Et donc, j'ai commencé à écrire mon premier sketch. Et là, en fait, la première fois que je suis monté sur scène pour un stand-up, c'était donc à Bruxelles, mais j'avais testé ce sketch devant des potes de mes Le cours de rodage théâtre. de tes potes, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, très dur ça, parce que en gros, c'est après un cours de théâtre. Je dis, ouais, donc voilà, en fait, j'ai envie de me lancer un peu dans le stand-up. Donc, oh ouais, trop cool. Et je dis, du coup, j'aimerais bien vous montrer mon sketch. Et là, en vrai, c'est dur parce que t'as que des gens que tu connais, t'en as 7, tu vois. Mhm. Et donc, c'est un tout petit public, un truc que Tu maintenant, vois je ne chaque plus jamais tête. faire, quoi. Ouais, voilà. Mhm. Sans condition, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de scène, il y a pas de. C'est juste être devant eux et tu parles Ouais. tout seul. Et dur, quoi. Et là, je me souviens que je crois une des premières fois, ça m'a quand même mis un coup de mou en mode, ok, bon, c'est pas si facile que ça. Ah ouais. Ouais, parce que en plus c'était potes, donc tu vois qu'ils rigolent, puis t'en as qui sont honnêtes, ils sont en mode c'est pas ouf. Ouais, mais ouais, je vois très bien. Puis du coup, après j'ai quand même continué à écrire le truc, et puis je l'ai fait sur scène, et ma première scène s'est bien passée en fait. Ok. Et donc Cool. ça m'a donné la force de continuer, tu vois. Parce que je crois que si j'avais bidé ou quoi, j'aurais à mon avis dû faire une petite pause déjà, et puis après revenir. Mais là ça s'est bien passé, j'ai eu des super cool compliments en mode ouais, genre c'est la première scène quoi. Et j'étais en mode bah ouais. Et donc ça j'étais content. Et c'est ça qui m'a donné la force, à mon avis, de continuer encore après, quoi. Mhm. Voilà. Je sais plus c'est quoi la question de trop base. stylé. C'était la première C'était scène. juste ton parcours, Ouais, ok. maître. Donc tu te retrouves là devant tes potes. Tu fais des blagues, ils sont honnêtes avec toi, t'as des retours, on va dire, mitigés. Mhm. Tu te retrouves sur la scène et ça se passe super bien. Comment se passe cette sensation où tu te dis ça se passe super bien, j'arrive à gérer? T'as appris par cœur ton texte, t'as peur des Mhm. trous? Est-ce qu'il y a un stress au début? Comment ça se Ouais. passe un peu tout ça? Le stress, il était horrible, j'avais envie de mourir, je crois. Je me souviens, je sais pas si tu vois le Floréo. Non. Hein, c'est un petit bar à Bruxelles que j'affectionne, enfin que j'aime beaucoup parce que du coup, bah, c'est ma première scène. Et ouais, au début, c'était horrible. J'avais des potes qui étaient venus me voir et la boule au ventre, mais elle est énorme. Et puis t'as ce stress. Enfin, en fait, c'est ça. T'as tout un rêve que t'as depuis longtemps. Et là, concrètement, tu le concrétises. Tu te dis, ok, maintenant, là, le rêve que j'ai depuis des années, je suis en train de le tester. Et soit ça prend, soit bah, il va être enterré avec tous mes autres rêves, quoi. Tu vois. Ouais, c'est chaud. Et ouais, donc, mais quand même content. Mon père était venu aussi. Et ouais, en fait, quand ça passe bien, tu te dis, ah, ok, bien moyen. Peut-être que je me suis pas trompé sur ce que je voulais faire, quoi. Et donc, ça, c'était cool.
Et t'as eu un chouette retour de ton père aussi? Alors oui, il m'a Ah. dit ouais, alors il m'a dit genre c'est bien mais genre continue tes études quoi, tu vois. Il a toujours cette peur là, il disait ouais, c'est cool hein mais bon ce sera pas suffisant. Ça va, c'est ma première scène, reste tranquille. Ouais, c'est ça. Mais ouais, au début c'était un peu complexe pour mes parents et je comprends en fait hein, parce que c'est difficile quand toi ton enfant à qui t'as donné une bonne éducation, un cadre et tout, et dit tout ce que vous avez donné pour moi, je vais le risquer sur un petit rêve que j'ai quoi. Bon, un petit ou un gros rêve mais et donc je comprends la peur qu'il y a. Et donc au début ils étaient un peu ouais, continue tes études à côté, t'es sûr que tu veux faire ça, le théâtre c'est pas sérieux machin et tout. Et puis en fait il faut juste leur prouver que c'est pas une idée en l'air, que c'est pas un jeune qui dit je vais devenir musicien et qui sait faire 4 accords de guitare, tu vois. Enfin, à partir du moment où tu veux travailler et que tu veux vraiment y arriver, bah, je pense que les parents le voient aussi quoi. Et là je pense qu'ils commencent à le voir et donc c'est cool. Ouais, c'est beau. C'est à partir du moment où tu as réussi à gagner un peu d'argent avec, où tu te dis, ah, il y a peut-être moyen. C'était avec Fun Radio, je pense, le plus gros déclic pour mon père en tout cas. Parce qu'en fait, dès que ça donne un cachet, quoi, un truc concret, genre c'est en mode, ok, je suis plus quelqu'un qui va dans des scènes un peu partout. Un saltimbanque. Ouais, c'est ça, qui va ouais. juste gratter un public et dire des blagues et dire n'importe quoi. C'est pas ça. Là maintenant, c'est un jeune qui est rentré dans une radio, chez Fun Radio, et qui maintenant fait des blagues et écouter quoi. Et donc il y a un petit cachet comme ça. Et donc ouais, ça donne de la crédibilité en fait. Et ça s'est accentué avec Radio Contact. Mais c'est vrai, parce que je peux comprendre tout à fait ça, parce que quand j'avais 15 ans, j'ai été chercher un job étudiant pour avoir un job que je voulais absolument avoir. Et j'ai eu mon premier cachet, c'était une enveloppe. La sensation, elle était incroyable de pouvoir gagner de l'argent, et j'ai pu m'acheter un casque audio avec. J'étais là, c'est génial, j'ai pu m'acheter un casque audio en faisant ce que j'ai envie. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Ouais, et c'est marrant parce que tu as un discours un peu différent que ce que j'entends souvent dans les films américains, en mode si tu as un rêve, tu dois y aller de manière aveugle, tu dois plus regarder en arrière et te lancer à fond. Toi, tu te dis quand même, études, il faut les garder. Et pour toi, c'est une sorte de signe de sagesse de faire ça comme ça? C'est surtout mes parents qui me cadrent dans ces trucs-là parce que je crois que j'ai eu une période où je voulais arrêter les études et me lancer à fond dedans, justement. Ce truc un peu américain. Puis mes parents et ma mère, elle m'a dit en fait, tu connais pas la vraie vie. Tu sais que si tu as pu étudiant, tu dois payer ça. Et je suis ah ouais, moi. Et il sort d'où l'argent? Bah, justement, c'est le problème. Tu vois. Et donc ouais, là en fait, elle m'a dit ouais, t'as des charges, t'as des trucs à payer, tu peux pas. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Et donc il fallait clairement que j'ai une base quoi. J'ai eu une période où j'ai voulu prendre le risque et me dire bah ouais, il faut que je me mette mal pour que j'y arrive, pour que j'ai la haine d'y arriver. Et ma mère m'a dit non, mais t'es pas obligé de passer par ça quoi. T'es pas obligé de te bousiller toi-même pour après y arriver. Profite de la chance que t'as maintenant et prends ton temps et fais le mieux quoi. Et donc du coup j'ai gardé mes études grâce à mes parents. Et en plus maintenant là je suis à l'IEX et c'est quand même des études assez complémentaires. Parce que j'apprends quand même à gérer des micros, à utiliser un logiciel de montage, à prendre des photos, à faire des affiches. Enfin, donc c'est quand même assez en rapport. C'est je crois que les études les plus complémentaires que je pourrais trouver. Donc ça c'est cool, enfin, c'est la communication du coup. Et puis après je rencontre des gens, ça me permet aussi de faire des contacts. Donc c'est un bon truc. Je regrette pas, mais en fait c'est assez frustrant aussi quand même de consacrer autant d'énergie dans un projet qui est le stand-up. Et qu'en même temps on te dise... ouais mais oublie pas enfin prends un plan B quoi, au si jamais tu vois. Et t'es en mode bah non, il y a pas de si jamais en fait, je dépense tellement d'énergie dans mon stand-up, à quel moment ça va pas marcher? Genre je pense à ça toute ma vie, donc je veux dire à un moment si ça marche pas, ben je fais rien, mais parce que ça sert à rien de mettre autant d'énergie dans un plan A si t'y crois à moitié et que du coup tu prévois un plan B quoi. Moi j'aime bien ce truc là de dire si je veux aller là, ben je vais là, et si c'est il y a pas le choix en fait. Donc ça me perturbe parce que ça j'ai beaucoup eu de oui, mais prends un diplôme quand même pour un plan B si jamais ça marche pas quoi. Mais il y a pas de si jamais ça marche pas. Parce que les gens se rendent pas compte que vraiment moi le stand-up c'est un truc auquel je pense constamment quoi. C'est-à-dire que vraiment quand je fais quelque chose, à chaque fois je me dis ah peut-être ça peut être une vanne, ou quand quelqu'un dit quelque chose ah ça c'était drôle, ou quand je fais des blagues je dis ah ouais ça c'était drôle aussi. Et il y a ce truc de c'est tout le temps, alors que quelqu'un qui fait je sais pas moi kiné, bah, dès qu'il marche, il va pas dire oh putain ma rotule, enfin genre tu vois. Ah peut-être, j'en sais peut-être, rien. c'est vraiment j'en sais rien. C'est vrai, je suis pas dans la tête Si c'est kiné. si c'est sa passion, je Ouais, sais peut-être, pas. non, c'est vrai. Non mais je comprends ce que tu veux dire. T'es Ouais, vraiment c'est- passionné quoi. Oui, ouais, c'est ça, c'est le truc d'une passion, et c'est tellement une passion que ça prend tellement toute mon énergie que je peux pas me dire ça marchera pas. Parce que d'office, je serais soit peut-être pas dans le stand-up pur, mais dans le divertissement, dans cet axe-là où je suis en train de me diriger, et donc en tout cas, je l'espère.
Je regarderai ça j'écouterai ça dans 10 ans et je verrai si. Ou bien tu seras sur ta scène et tu diras j'avais trop raison. Ou bien Ou bien je dirai, putain, j'avais pas raison. J'aurais dû écouter ma mère. Mais c'est marrant parce que tu parles d'études stand-up. Mais justement, je me disais, tu vois, dans ma tête, il monte sur scène et est en train de se dire merde, demain j'ai un devoir à remplir. Ah ouais, Ah bah tu, oui, tu as de ça ouf, bah oui. En gros, il y a un concours qui s'appelle Next Prince of Comedy dans le Kings of Comedy Club. Et en gros, c'est 16 humoristes ou un peu plus qui font des sortes de battles. Et à chaque fois, il y en a un qui est éliminé et ça arrive sur le dernier qui gagne, quoi. Et j'ai fait ce concours 3 fois. Je l'ai raté les 3 fois. Ah, c'est pas grave, hein. Non, C'est de participer. on hein, est là, voilà. oui, oui. Ouais, j'étais en finale, en demi-finale, bah, justement contre Cool, Fanny Ruet. félicitations. J'ai perdu contre Fanny Ruet. D'ailleurs, si elle écoute, je ne t'aime absolument pas, Fanny Ruet. Voilà, j'aimerais que tu le saches. Il y a Denis Richir aussi que j'ai perdu, qui est chouette humoriste. Et lui, tu l'aimes pas non plus. Non, forcément, il m'a battu. Mais du coup, oui. Et en fait, ce concours est à chaque fois pendant les examens. Ah ouais. Et donc, vraiment, j'étais sur scène la veille et le lendemain matin, j'avais un examen. Et bon, moi, je m'en foutais. Et parce que c'est là, et j'arrive sur scène, et demain, j'ai un examen. Et je rigolais en mode, c'est vrai ou pas? C'est là, oui. Et d'ailleurs, j'ai raté un examen parce que le jour où j'ai été éliminé de ce concours, ça m'a tellement pris la tête. Parce que j'étudie souvent la veille des examens, ou la nuit, quoi. Et donc là, j'avais raté le concours et j'avais tellement le seum, et ça m'avais tellement pris, parce que je voulais y arriver et tout, que j'ai pas étudié. J'étais en mode, vas-y, bah, tu sais quoi, j'ai raté le concours, je vais me pas réussir mon examen, ça sert à rien. Et genre, j'avais juste plus du tout d'énergie, alors que si j'avais réussi, peut-être que je me suis dit, allez, vas-y. Mais, donc le stand-up et ton métier d'humoriste a vraiment un impact sur tes études et sur ta santé mentale, on va dire, dans tes études en fait. Je sais pas, en fait, franchement, les études, je l'ai fait quoi. Voilà, je suis là. Et enfin, encore, juste, je fais ce qu'il faut faire pour être tranquille et qu'on ne voilà, t'ennuie ça, pas, quoi. quoi. Donc, je fais mes bails j'apprends quand même, j'apprends ce que je peux apprendre avec les études. Et voilà, et en même temps, c'est cool parce que je vois mes potes. Enfin, toi, il y a quand même. Je voulais pas m'éloigner de cette vie universitaire non plus. Cette vie d'étudiant. Ça amène un cadre de vie en fait qui est plutôt sympa. Parce que si directement à 21 ans je me jette dans le milieu professionnel, bah, je peut-être passer à côté d'un truc, tu vois. Donc ça fait quand même beaucoup plus de pression. Et là, ça me permet d'avoir un cadre d'étudiant quand même. Il y a des soirées d'étudiants, je peux y aller. Enfin, il y avait avant de. Ouais. Feu les soirées étudiantes. Tu as ajouté une carte à ta vie professionnelle qui est donc chroniqueur radio. Tu disais que tu avais été engagé chez Fun Radio et que ça a vraiment été un déclic. Comment tu as pu alors avoir... Je ne veux pas te demander comment tu as envoyé ton CV et tout, mais plutôt comment s'est passée cette première expérience dans le monde de la chronique radio et comment aussi s'est passée cette sorte de collaboration que tu as eue avec Fun Radio au départ. Ça a commencé avec un concours que Kev Adams organisait via Fun Radio, quoi. Donc c'est Fun Radio qui organisait un concours pour trouver un animateur pendant juillet-août, et c'était on va dire signé Kev Adams, quoi, tu vois, pour attirer les gens quand même. Et ça a marché parce que j'y suis allé, et du coup j'ai fait le concours, j'ai gagné le concours, c'est le seul concours que j'ai gagné. et du coup pendant juillet-août j'ai fait les chroniques chez Fun Radio le mercredi à 16h40. Donc niveau écoute c'est pas ouf, mais ça met dans le t'as un micro, t'es en condition, c'est un studio, t'as un horaire, etc. C'est une ambiance assez stressante. C'est un truc au début où t'es là, ok, donc là je parle dans ce micro, on est à 4 dans le studio, mais il y a des milliers de personnes qui m'écoutent, quoi. Et sauf que c'est un exercice très différent du stand-up. Ça faisait pas longtemps que je faisais du stand-up, donc l'exercice d'écriture et tout je l'avais pas spécialement encore acquis. Et donc c'est mes premières chroniques qui, honnêtement, maintenant quand je les revois, elles sont pas folles du tout, quoi. Parce qu'on voit que je galère un peu, je me cherche et tout. Donc ça dure juillet-août et ça s'arrête après ça, à mon avis, parce que j'étais pas assez bon pour qu'ils me gardent toute l'année. Ils ont été déçus. Mais non, mais t'as dit que le concours était jusque juillet-août. Alors en fait, le concours c'était genre mai-juin. On devait écrire une chronique, puis après il y avait le public qui votait, Kev Adams qui votait et le studio qui votait. Et moi j'avais eu l'unanimité parce que je suis un bonhomme. Et en vrai cette chronique était vraiment bien. C'est bizarre parce que c'était une de mes vraies premières chroniques et elle était vraiment cool. Alors que celles qui ont suivi après, moins. J'ai souvent ça avec les chroniques, c'est quand je trouve une bonne idée, genre un bon axe ou quoi, j'arrive à creuser, mais le plus dur c'est de trouver l'axe justement. Et on voyait bien que les autres chroniques il n'y avait plus d'axe, c'était juste j'ai un thème et je parle de ça, quoi. Alors qu'avant, en gros, je parlais des embouteillages, mais j'étais parti sur le fait que j'allais apporter des chameaux, enfin je suis parti dans un délire et ça avait bien plu. Enfin bref, et du coup en juillet-août, donc je fais mes chroniques, donc là le concours est terminé, c'est ce que j'ai gagné, quoi, entre guillemets, mais bon, ils te font gagner juillet-août en espérant que tu sois bon et qu'ils te gardent pour l'année d'après, quoi, tu vois.
Et en août, ils m'ont fait bisous. C'était cool, bravo. C'était cool, ouais. Et donc j'avais un peu le seum et je voulais garder un truc hebdomadaire parce que ça te force à écrire, c'est une rémunération et niveau visibilité, c'est quand même pas mal, quoi. Et donc j'ai envoyé des mails à toutes les radios que je connaissais, donc Pure FM, Radio Contact, Énergie. Je crois que j'ai fait la première, mais alors que c'est pas du tout mon public, hein, mais La première. je me dis, moi je gratte un peu. Bah après, une petite chronique sur la géopolitique, pourquoi pas? Ouais, il faudrait que je retourne aux études d'abord pour avoir des trucs à dire. Mais, et donc là, et puis j'ai une réponse d'énergie où je vais faire donc 3-4 chroniques, ça se passe bien, ils sont super cool. En plus, ce qui était cool là-bas, c'était que j'allais dans le studio et puis ils me disaient, vas-y, tu peux rester pour l'émission. Et donc pendant 2 heures, j'étais avec eux, ils rigolaient, c'est vraiment des potes qui rigolaient. Et donc moi, j'étais dans l'ambiance et tout, j'étais en mode, ah putain, c'est trop stylé, je suis sur Énergie, quoi. Bon, dimanche 22h, hein, donc voilà, pareil, c'est Énergie Belgique, c'est pas Énergie France, quoi. Mais c'était quand même vraiment un cool expérience. Et puis l'émission s'est arrêtée. Du coup, j'ai arrêté aussi. Et donc là, j'ai renvoyé des mails. Ah non, pardon, ça c'est pas vrai, j'ai pas renvoyé des mails. J'ai eu pendant Énergie une réponse de Radio Contact qui me dit, oui, tu peux venir faire un test chez nous. Ah merde, c'est un peu tard ça. Mais parce que j'étais chez Énergie, ouais. Et moi, je savais pas qu'Énergie allait se finir. Et du coup, je demande au chef d'Énergie, je dis, ouais, je voulais être honnête parce que les radios, c'est quand même assez concurrentiel. Si t'es chez Énergie, tu peux pas aller faire une radio, enfin, c'est pas bien. Et donc, je lui explique et il me dit, vas-y, fais-le, va faire le test. Parce que lui, il savait que ça allait se terminer, mais il pouvait pas me le dire. Et donc là, il a été très honnête sur ça. Ouais, c'est super cool. Ouais, franchement, d'ailleurs, je voulais lui envoyer un message parce qu'en fait, je comptais pas le faire, moi, Radio Contact à la base. Parce qu'en fait, je me rendais pas compte que c'était une si grosse radio. Et je me disais, j'étais allé voir un peu, je disais, ouais, c'est pas mon public ou ouais, je sais pas si j'ai envie, je préfère être sur Énergie, machin. Et alors, pas du tout. c'est vraiment rien à voir, quoi. Et enfin, je veux dire, niveau audience, c'est même pas comparable. Et du coup, j'ai failli pas y aller. Mais il m'a dit, vas-y, fais-le. Du coup, j'y suis allé, ça s'est très bien passé. Il y a eu un bon feeling dans le studio. Puis du coup, on a continué. Et maintenant, voilà, Énergie s'est arrêtée. J'ai pris chez Radio Contact. Et là, maintenant, depuis octobre, je crois, je suis régulièrement là-dessus. Et maintenant, je suis bien là-bas. J'espère que je retourne l'année prochaine en septembre. Normalement, oui. Bah oui, c'est ce que j'avais compris, moi. C'est ce que j'ai cru comprendre aussi. On verra. On verra s'ils me font une fun radio. Mais en tout cas, chaque radio a été une expérience différente, mais enrichissante quand même, quoi. Tu abordais tes chroniques différemment selon la radio où tu étais? Oui. Ouais. Ah ouais? Ouais, quand même, ouais. Parce que la différence, c'est plus entre Énergie et Radio Contact. Énergie 22h dimanche, je pouvais parler de cul ou des trucs comme ça. Ah ouais, ok. J'étais plus ouais, je me permettais de faire des blagues où les gens disaient ouh, tu vois. Genre, des trucs un peu vraiment touchy. Radio Contact, je prends même pas le risque de faire un truc comme ça parce que puisque je sais qu'il y a des familles qui écoutent vraiment, quoi, et que ok, moi ça me ferait peut-être rire, ça fait peut-être rire les gens du studio, mais si dans la voiture ça m'est vraiment gênant et que t'as des enfants qui ont entendu et puis que t'as les parents qui sont en mode genre on s'expliquer c'est quoi une prostituée, bon ok, on va en parler. Et genre du coup je m'adapte, mais sans me censurer, quoi. Pour moi c'est logique que je m'adapte, comme tu t'adaptes quand tu parles à quelqu'un, ce serait la même chose, quoi. Et donc comment ça se passe une chronique? Comment tu te dis ok, je me lance dans cette chronique là? Est-ce que tu as déjà un thème en tête d'abord? Est-ce que tu as un angle où tu te dis ok, j'ai la chute, j'ai juste pas encore le reste? Comment ça se passe? Ou bien c'est à chaque fois différent, je sais pas. Oui, je crois que en fait ça dépend. Donc déjà c'est toutes les semaines, donc c'est quand même assez récurrent. Donc au début c'est cool, t'es en mode ok, j'ai plein de trucs à dire, et puis après quelques mois t'es en mode ok, j'ai plus rien à dire. Ah ouais, t'as un syndrome de la page blanche? Ah ouais, parce qu'en fait moi j'ai beaucoup de trucs de raconter ce qui se passe ce qui s'est passé dans la semaine ou une anecdote que j'ai eu ou quoi. Mais il y a un moment où je me dis ok, là je sais plus quoi dire qui intéresse un minimum les gens, quoi. Et donc ouais, ça fait un peu peur parce que quand tu vois t'es là il est samedi, t'es en mode ok, bon j'ai pas encore d'idée, puis dimanche en mode bon j'ai toujours pas d'idée, puis ça arrive jusque jeudi et t'es en mode bon là il faut vraiment trouver un truc parce que il faut que j'ai quelque chose, quoi. Et donc parfois j'ai une bonne idée et ça m'aide parce que j'ai un axe direct et je me dis ok, je peux creuser là-dessus, et parfois il faut vraiment que je gratte et je cherche ce que je veux dire. Mais souvent je pars ouais, d'une idée ou d'une blague, ouais. En fait ça dépend vraiment, chaque chronique s'écrit différemment, je pense. Puis quand il y a un événement spécial c'est plus simple aussi, tu vois. Genre ça à Saint-Valentin, tu dis je fais à Saint-Valentin, bon c'est un peu cliché mais bon ça aide quand même, surtout quand c'est une fois par semaine, c'est quand même assez j'essaie de me détacher un peu de ça, mais c'est comme par exemple je m'étais dit que sur scène j'allais essayer de pas parler de cul du tout. Ça c'est une des règles que je m'étais mis au début parce que je me suis dit c'est un thème qui revient trop souvent, et puis j'ai 21 ans, j'ai pas envie d'en parler, et puis au final j'ai écrit un truc sur ce qui s'est passé
qui ça parle plus ou moins de cul, bon c'est pas au premier degré quoi, tu vois, mais c'est l'histoire de la panne. Ouais, alors Mhm. de la panne et du transgenre. Je sais pas si Ah, t'as j'ai vu pas vu ça. ça, le Ah non, transgenre. j'ai pas publié en fait. Et donc c'est voilà, c'est dans le thème sexuel, mais c'est pas frontal. Et mais bon, je me dis vas-y, en fait c'est quand même drôle et les gens en fait ça les fait rire. Donc le but c'est de les faire rire. Donc bon, c'est quand même cool. Donc je suis un peu tombé dans ce truc que j'avais dit de pas faire, mais j'essaie quand même de m'en détacher et de pas rester là-dedans tout le temps quoi. Mais donc je sais plus c'est quoi la question. Je pars toujours dans des digressions. Mais c'est pas grave, hein. Un podcast c'est fait pour C'est ça, vrai, hein. c'est Il vrai, n'y a c'est aucun vrai. souci. Justement, il y a une des vidéos que tu as publiées où il y avait un type qui s'appelait Hugo. À mon avis, ça va peut-être te dire quelque chose. Qui est bourré Ouais. et qui crie apéro. Ouais. Et après avoir vu ta vidéo, c'était il y a déjà pas mal de temps, Mhm. j'étais sur YouTube et il y a un truc qui s'appelle les compilations Hecklers vs humoristes. Je sais pas si tu as déjà vu ce Ah truc-là. non, j'avais vu non. Alors, en fait, c'est tous les humoristes qui arrivent à faire des comebacks contre des gens qui crient dans la salle. Ah terrible, je connaissais pas du tout. Ah ouais, il y en a Ah, plein. putain. Et le meilleur là-dedans, c'est Jerry Seinfeld, qui Mhm. sort des trucs Ouais, parfois sans blague. horribles. Après, c'est C'est ouais. Heckler. Et parfois, c'est des mecs qui sont là vraiment pour faire chier. Puis parfois, c'est d'autres qui juste rigolent trop fort ou bien on fait un commentaire trop fort. Je voulais savoir un peu, toi, comment tu approches ça. Est-ce que tu as déjà eu des trucs un peu comme Hugo qui étaient dingues? Ah ouais, ah oui, déjà oui. Alors moi j'ai une chance avec ça, c'est que je suis assez fort en impro. Ok. Dans le sens où j'ai déjà fait, j'ai T'as fait un an l'expérience, d'impro, ouais. ouais, j'ai fait de l'impro. Assez vite je me suis senti à l'aise avec l'idée parce que je pense que ça c'est un truc qui s'est fait tout au long de ma vie avec la répartie que j'ai avec mes potes. C'est-à-dire que quand on faisait des blagues ou quoi, moi je suis Surenchérissais. ouais c'est dur à dire hein. Euh, mais c'est des trucs comme ça, c'est avec des potes et tout en soirée, ça part et donc c'est un truc qui se construit au fur et à mesure. Donc là j'ai cette chance d'avoir de la force en impro, donc ça me permet de gérer ce genre de situation comme avec Hugo par exemple. Mais je crois que le pire que j'ai eu c'était à Paris, je sais pas si tu vois le point virgule. Ouais, bien sûr. Donc il y a quand même une salle Ouais. reconnue et tout, tu vois. Et donc moi j'étais trop content d'y aller, ça faisait pas si longtemps que je faisais du stand-up, j'avais eu l'occasion d'y aller donc j'étais trop content. Et je me dis ok j'y vais. Donc je vais de Bruxelles à Paris en Flixbus. Ouais. Donc c'est Ouh, 3, c'est long, ça. 3h30, Ouais. donc je joue 8 minutes. Hein. Je Tu es joue motivé. 8 minutes. 3h30 de trajet, je reste un peu sur place, machin. Je joue et j'arrive sur scène. Je commence un peu, je suis pas trop à l'aise parce qu'il y a la pression de c'est le point virgule, faut pas que je me foire. Et donc du coup, c'est quand tu penses comme ça que tu te foires. Et en plus, avant dans les loges, je suis avec des humoristes un peu plus haut que moi et tout, donc il y a une pression qui se fait. Je dis que je viens de Belgique. Et là, t'as un type dans le public qui commence, il fait t'as le seum, hein? What? C'était après la Coupe du Monde. Hein. et au début, moi je comprends pas. Il me dit genre t'as le seum, mais il est dans le public, j'ai pas trop entendu. Et je fais, je bug. Déjà là, je suis un peu paralysé comme ça. Et puis il commence à chanter ramenez la coupe à la maison. Ah, merde alors. Et donc imagine-toi, je suis sur scène Oh. devant 100 personnes. Il y a un type qui commence à chanter ramener la coupe à la maison. Et moi je suis là en mode qu'est-ce que je dois faire avec lui quoi. Et je sais plus ce que j'avais répondu, mais j'ai mis la vidéo sur Instagram en plus. Ouais, je crois que j'ai juste dit genre ouais. Enfin, je réponds pas parce que tu gênes tout le monde quoi. Mhm. Et puis non, il y a des gens Ah qui ont oui, rigolé. ouais. Et donc en plus, il répondait quoi. Il disait Mhm. non, il y a des gens qui ont rigolé. Bah, tu veux qu'on échange de place en fait? C'est quoi ton problème? Tu vois. Ouais, je me souviens. Donc je suis descendu, je l'ai frappé. Et non mais et après reprendre après ça, Ouais. quand ça fait pas longtemps et quand je me suis un peu laissé marcher dessus parce que je l'ai pas vraiment clashé, je me suis pas affirmé quoi. J'étais genre en mode ok, moi il a chanté pendant mon sketch, je vais faire comme si de rien n'était. Alors que maintenant je pense que je l'attrape et je le lâche pas en impro quoi. Je le travaille mais là j'étais juste en mode je vais faire mon texte hein, comme ça. Et puis le retour, les 3h30 de retour et tout, quand tu fais une scène qui est pas ouf. Ouais, en gros, ça m'a pris 6 heures de trajet pour 8 minutes de sketch et un bouffon qui chantait quoi. Ouais. Ça, je crois que c'est un des pires. Il y a aussi un type qui s'est endormi pendant que je parlais. Oh non. Ouais. Ah ouais, Ça pique ça, ouais. Au niveau de l'ego, ça fait Ah mal. ouais, à fond. Ouais. Wow. Et une meuf qui a dit aussi, quand ça j'en parle aussi sur scène, quand le présentateur il dit ouais, le prochain il est jeune, il est grand, il est beau. Et je monte sur scène et puis une meuf au fond de la salle il fait bah non il est moche. Oh. Et ça, c'est dur. Mais c'est juste méchant en fait. Oui mais tu vois elle a dû le dire à sa pote bah non il est moche et moi j'étais là en mode elle était tout au fond de la salle, moi j'étais tout au fond du coup de elle donc tout le monde l'a entendu tu vois. Et donc et j'ai pas réagi non plus. Je suis une victime putain. J'avoue que ça doit être hyper compliqué et j'arrive jamais parce que je te dis ces compilations, j'arrive pas à croire. Ouais. Enfin,
je trouve que ça crée une mauvaise ambiance directe et j'arrive vraiment pas du tout à comprendre. Et c'est juste avec les humoristes qu'on fait ça. Genre, un chanteur, bon, ça arrive parfois qu'il y a des gens qui montent sur scène, mais c'est jamais pour prendre sa place pour chanter, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai souvent cette impression que ces gens-là, ils sont là pour essayer de battre le type parce qu'il y a cette sorte de un peu légende que l'humour, tout le monde peut en faire et que moi, je suis tout aussi drôle que lui et si lui, il a fait ses blagues, je peux faire autant que lui. Alors que c'est faux. Et j'arrive vraiment pas à comprendre cette sensation. Et j'ai souvent eu... parfois, je discute avec mes potes sur un stand-up qu'il y a eu. Et j'entends parfois dire bah ouais, c'est une blague trop facile, ça. Jamais, c'est pas si facile que ça. J'y arriverai pas du tout. Et j'y ai pas pensé. Donc ça doit pas être si facile que ça. Et donc je me demandais si toi, parfois, t'as déjà eu des gens qui sont venus te voir en te disant bah ouais, c'est trop facile ce que t'as fait. Je pourrais faire la même chose. Non, non, alors ça, j'ai pas encore eu. Et justement, et je crois que peut-être parce que je suis jeune, j'ai beaucoup de potes et même des gens que je soupçonnais pas qui sont venus me dire déjà ouais mec, je te suis et vraiment c'est trop cool ce que tu fais. Ça me fait trop plaisir de te voir que tu fais des trucs que tu as envie de faire, que tu réalises tes rêves, parce que moi j'aurais trop voulu le faire aussi et je l'ai juste pas fait quoi. Et du coup je me dis bah fais-le. T'es encore jeune tu vois. Et mais donc il y a ces gens justement qui vont pas dire c'est trop facile, mais en mode ah putain t'as eu les couilles de le faire toi. Tu vois, et ils disent moi aussi j'aurais voulu faire du stand-up, ou moi aussi j'aurais voulu pas être en ingé-gestion et faire je sais pas de la musique ou être artiste, ou enfin j'aime pas dire être artiste, mais faire un métier comme ça. T'aimes pas dire être artiste? Non, j'ai horreur des gens qui disent je suis un artiste. Pourquoi? Ouais, je sais pas, je trouve que c'est trop en fait j'ai l'impression qu'on se désigne pas artiste, genre soit c'est bah, je sais pas, tu le deviens, soit les gens te caractérisent comme artiste. Mais dire ouais je suis un artiste, alors ça me saoule. Parce que si tu rajoutes la voix aussi, tu vois, ouais, je suis un artiste. Ouais, je suis un artiste, ouais, je suis des gens. Non mais t'as ce truc de je suis un artiste, genre le hashtag vie d'artiste quoi. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah si, je suis pas de hashtag, donc c'est peut-être pour ça aussi que je passe à côté. Ouais, genre ouais, ça c'est la vie d'artiste. T'as un mec qui fait 3 scènes par mois et je fais d'artiste. Ouais, moi c'est un truc je sais pas, j'aime pas. C'est comme je dis jamais que je suis humoriste. J'aime pas, d'ailleurs je voulais commencer en disant ça. Ouais, parce que je me considère pas encore comme humoriste. Moi je fais du stand-up, tu vois. C'est vrai, et justement ça relie un peu le truc de tout le monde peut le faire. Pour moi je fais quelque chose que tout le monde peut faire encore, tu vois. Tant que je gagne pas ma vie avec ça et que je suis pas limite reconnu dans le milieu ou quoi, j'aime pas dire je suis humoriste. Genre, quand quelqu'un me dit tu fais quoi dans la vie, bah, au début je dis bah, je suis aux études, et puis après si on gratte un peu je dis bah je fais du stand-up mais dire je suis humoriste, je sais pas, c'est se mettre un métier qui m'appartient pas encore du tout quoi. Tu vois, je vis pas encore de ça, j'écris pas encore tous les jours, même si ça prend dans ma tête, mais genre c'est pas mon activité, enfin si c'est mon activité principale, mais genre je sais pas, en fait le principe c'est pas mon métier, et je pense que c'est les gens qui te... Enfin, j'aime bien ce truc que c'est quelqu'un qui te dit que t'es humoriste, c'est pas toi qui t'affirme humoriste quoi, tu vois. Dire ouais je suis humoriste, et puis après ouais je sais pas. Ça ressemble un peu à une sorte de syndrome de l'imposteur là. On est en train de transitionner vers ça. Ouais peut-être ouais. Ouais c'est possible. Ouais je sais pas. Tu disais qu'avec tes potes par exemple tu essayais d'être toujours en tout cas tu avais de la répartie, tu savais quoi dire, et je voulais savoir si toi dans ta vie de tous les jours, tu ressens ce besoin de devoir encore te rendre crédible, te légitimer en disant à la personne en face la meilleure punchline, et tu vas le surpasser dans l'humour. Ouais, je crois, ouais. Oui, en fait, d'office, parce que j'ai eu une période comme ça il y a quelques mois, je pense, où je me... c'est très bizarre à dire, mais je me trouvais drôle. Ça veut dire que... Enfin oui, alors c'est pas spécialement bizarre à dire, mais... Dire où je me suis dit, dans mes interactions, donc pas sur scène, mais dans mes interactions, j'étais... Enfin, je me disais, ok, quand je suis avec des potes et que je fais des blagues, je me dis, ces blagues sont plus réfléchies qu'avant, elles sont plus pointues, elles sont plus drôles, là que c'est meilleur. Alors, parce que j'analyse les blagues que je fais avec mes potes, ou inversement, j'analyse quand parfois il y a des potes qui me font des bonnes blagues, je me dis, putain, enculé, elle était bien celle-là. C'est pour moi, c'est pas moi qui l'édite, quoi. Ou alors, juste, je dis, c'est drôle. J'ai ça parfois, je dis, c'est drôle. Je rigole pas, mais je dis, c'est drôle. Genre, toi, c'est genre. Je me dis, ah oui, elle était drôle, mais j'ai pas envie de rigoler, mais c'était drôle, quoi. Je fais la même chose, et ma soeur, ça l'énerve tellement quand je fais ça, quand je fais. Ah, c'est vraiment drôle ça. Elle m'a dit rigole, arrête de dire que c'est drôle, rigole. Non. Ah oui, et du coup, ce truc de devoir se surpasser, ouais, je pense que. Par exemple, tu vois le stand-up de merde de McFly Carito, la vidéo, on l'a reproduite avec mes potes. On s'est dit, vas-y, on va essayer. Cool. On était en vacances il y a pas longtemps, ça fait genre 2 semaines. Et on s'est dit, ok, on va le faire. Et donc, pareil, on se met un fauteuil, et donc chacun à son tour, on va faire des trucs, tu vois. Déjà, exercice très très compliqué. À fond. Et
Et donc les gens ils font des trucs nuls forcément. Et on rigole quand même parce que c'est dans l'ambiance et tout. On se moque plus qu'autre chose, mais c'est quand même gentil, tu vois. Puis moi je fais un truc sur scène. Et, et ça rigole mais pas du tout quoi. Et ils étaient mais de marbre, ils ont pas bougé du tout et pendant vraiment longtemps. Et donc et moi j'étais là et je galérais, j'étais en train de pleurer de rire de rire et de honte quoi, parce que c'est mon pire cauchemar qui se passe là, tu vois. C'est genre un beat devant mes potes, genre il y a pas moyen de faire pire. Et donc j'étais là, j'avais rien à dire et eux ils étaient là, ils rigolaient pas quoi. Et là j'ai senti cette pression de en fait ils se sont dit comme lui fait du stand-up, ça va être plus drôle, tu vois. Lui, ça va être drôle vraiment. Et donc, ils se sont dit, mais c'est nul ce que tu fais, genre. Les attentes étaient trop hautes. Ouais, d'où je te dis, mais les gars, on en va quand vous me payez pas. Je peux faire des vraies blagues. Et du coup, ouais, et là, j'ai ressenti un peu ce truc ah ouais, ok, ils mettent une pression plus haute ou tu vois des gens qui rigolent moins facilement, quoi. Parce qu'ils se disent, ouais, bah, lui, il est censé être plus drôle, quoi. Et là, c'est avec tes potes, on va dire, de la vie de tous les jours. Ça, mais avec tes collègues, entre guillemets. Est-ce que la barre est aussi plus haute? Et genre, est-ce que toi aussi, tu mets la barre plus haute alors sur tes comparses? Alors, je fais... En fait, c'est assez différent parce que là, c'est assez... c'est naturel, en fait, je crois. T'as des soirées comme ça, et moi, en fait, j'adore ça. Quand t'as des gens qui surenchérissent tout le temps. En fait, ça dépend, parce que je pense qu'il y a deux manières de faire. Soit tu surenchéris pour essayer de rabaisser l'autre et de mettre en valeur et dire regardez je suis plus drôle, ou soit c'est vas-y on est tous des gens qui aimons l'humour, on va passer un bon moment ensemble, on va tous s'échanger des blagues, et quand c'est dans cette optique là c'est très drôle. Moi je sais qu'il y a Gaëtan Delferrer et Florent Lawson qui sont deux collègues humoristes, et eux quand en soirée ou quoi, je les trouve vraiment drôles quoi, et en plus ils se connaissent depuis très longtemps et donc ils s'envoient des trucs et rien que les regarder parler c'est un sketch, et donc c'est très drôle. Moi j'aime bien ce genre de soirée. D'ailleurs j'aimerais bien en faire plus de soirées entre humoristes. Ça fait un peu secte. Mais, non, mais je comprends. Mais c'est comme le bar de Farid qui s'appelle Madame Serfati, je crois. Ouais, ça, ouais. Et alors tu peux pas rentrer, ou tu peux pas filmer, c'est ça, à l'intérieur. Ouais. Ou comme Louis Dubourg avec son podcast où il invite des humoristes. Et j'avoue que les discussions que Louis Dubourg a avec ses comparses humoristes, elles sont vraiment cool. Elles sont très, très spécifiques. Et c'est marrant parce que je me disais, tu disais juste un peu avant, tu disais que tu analysais beaucoup les blagues. Et j'ai l'impression que beaucoup d'humoristes, de ce que j'ai entendu, que beaucoup d'humoristes, en fait, ils ont souvent un point de recul. Ils prennent très vite un point de recul, en se disant, ah, cette situation est vraiment drôle, oh, je pourrais écrire dessus. Ouais. Et je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Flaubert, ou peut-être Adrien Méniel, je sais plus, une de ces deux personnes avait dit qu'il n'arrivait pas à profiter du moment présent parce que souvent il s'écartait de la situation. Ouais. Est-ce que tu ressens parfois toi cette sensation-là? Ouais, parfois. C'est pas genre constant, parce qu'il y a parfois où je sais que je suis dans le moment et que ça se passe bien. Oui, parfois tu as un petit truc de recul et tu analyses un peu, tu vois, tu dis ah regarde, il y a quelqu'un qui là-bas il rigole moins que les autres, pourquoi, tu vois, et puis tu as ce truc un peu d'analyser. En fait, c'est ça, quand on dit souvent que le stand-up, c'est la moitié du temps, c'est l'observation. Même plus que la moitié, c'est juste observer un peu, comprendre un peu les gens, comprendre comment les gens réagissent. Parce qu'une fois que tu as trouvé comment quelqu'un réagit, et si c'est comme ça que tout le monde réagit, t'en fais une vanne, c'est bijou, parce que tu dis un truc et tout le monde fait « Oh putain, mais tout le monde pense ça en fait ». Et ça, c'est drôle quand tu trouves quelque chose comme ça. Mais... donc, la fameuse phrase du « Ah, c'est vrai !» Ah putain, mais tout le monde le fait en fait, et tu te sens moins seul du coup. Mais donc ouais, je vois qu'il y a toujours ce truc un peu d'analyse. Et pour revenir au truc avec les humoristes, ouais, je sais pas, je trouve ça cool parce que en fait tu peux aller plus loin dans des blagues parfois, j'ai l'impression, tu vois. Okay. En fait, les gens ils te suivent plus parce que ça, par contre, parfois j'ai des blagues que je fais avec mes potes et je me dis putain, je suis sûr qu'il y avait des humoristes, eux ils auraient rigolé quoi. Ah ouais. Parce que c'était un peu plus pointu ou c'était un peu plus recherché. Je me dis ah ouais, il fallait peut-être me suivre plus quoi, et qu'eux se sont arrêtés, je crois. C'est marrant. Il y a des blagues pour les humoristes, tu penses? Je sais pas, après peut-être que c'est une manière pour moi de me dire bon, elle a pas marché ici mais elle aurait marché autre part. ouais, bon. Je suis pas drôle, tu vois, c'est genre mais j'arrive à croire parce que je suppose qu'ils comprennent un peu mieux l'art, enfin tu vois, c'est comme des peintres qui peuvent être bien compris par d'autres peintres ou des chanteurs, tu sais, on dit par exemple, je sais pas si tu connais Jacob Collier. Non. C'est un chanteur un chanteur musicien qui fait des accords de musique très très compliqués. Et on dit souvent de lui que c'est un génie qui est un musicien pour les musiciens. Et qu'il n'y a que les musiciens qui peuvent vraiment bien comprendre la musique et en profiter. Et donc peut-être qu'il y a des blagues d'humoristes qui sont faites pour les humoristes. Hein. Peut-être, c'est possible. Parce que je sais que l'humour, c'est un entraînement. C'est ce qu'on dit souvent. Tu sais, il y a cette... ça, je ne m'y connais pas trop. Mais il y a cette culture du rodage. Parce que j'ai compris, tu vas dans des bars très précis pour
crafter ton art. Et donc, je suppose pour éviter les bides lorsque tu te retrouves dans des plus grandes scènes. Ouais. Je veux savoir un peu ta sensation du bide. Est-ce que tu en as déjà eu? Tu avais Oui. l'air de dire à Paris que ça ressemblait un peu à un bide. C'est pas vraiment un bide, mais, Ok. mais j'ai déjà eu des bides, ouais, bien sûr. Ouais. Et Tout le monde. raconte un peu cette sensation. Ça fait quoi? Parce que je t'avoue que moi, je vais te raconter, je vais te raconter cette histoire. Ok, parce qu'on en a ouais. parlé un peu en off. Vas-y. Que je voulais absolument. Je m'étais dit un jour, ouais, j'allais faire du stand-up. Je trouve ça trop cool. Pas dans la prétention où je suis drôle et je suis sûr que je vais pouvoir faire rire. Mais je trouve cette sensation de pouvoir faire créer un sentiment partagé sur toute une salle et un sentiment de joie, je trouve ça exceptionnel comme chose à faire. Donc je me suis dit, j'aimerais faire ça. Et puis j'ai appris où se trouvaient les bars à stand-up où on pouvait tester. Il y avait des soirées open mic. Ouais. Je me suis dit, bon, allez, je vais tester. Et puis le soir, je m'endors, je fais un cauchemar horrible où il n'y a personne qui rigole. Et juste, même ce cauchemar, donc c'était pas vrai, ça m'a mis dans une sensation horrible. Ouais. Donc je voulais savoir un peu toi qui as ressenti vraiment ça. Mhm. Ça fait quoi et comment tu te dis je peux me relever après ça? On se relève pas. Imagine, tu mets ton amour propre, ton ego dans une petite boîte. Tu l'as fait passer. Tu la crames pendant 10-15 minutes et tu mets des aiguilles dedans à chaque fois qu'il y a un blanc. Genre, non, mais vraiment. Coupé vaudou. Ah ouais, non, mais. Je trouve qu'un vrai bide, parce que t'as des faux bides, tu vois, t'as des bides. Enfin, je trouve, j'ai l'impression que t'as des bides où. C'est pas une bonne scène, parce que tu vois que les gens ils étaient pas morts de rire, ils étaient là, ils t'écoutaient, mais ils étaient quand même avec toi, quoi. Ils sont gentils. Genre, si tu fais une blague et qu'elle marche pas et que tu dis, moi elle a pas marché, c'est là, ben, les gens ils rigolent un peu, ils sont avec toi, tu vois, ils sont gentils. C'était pas ta meilleure scène, mais ils sont là. Mais un bide où les gens ils sont pas là, tu vois. Où, moi j'ai ça, à chaque fois celui que je raconte, c'est à Rochefort. J'ai fait un concours, à Rochefort du coup, une audition. Et ce qui est connu pour être assez hard, parce que c'est une salle de 500 personnes et t'as 15 personnes dedans. Donc ça fait très vide. Ça fait vraiment, t'as une grande scène, t'as des gros, enfin plein de sièges et t'as vraiment 15 yeux qui sont devant. Oh, l'écho là, ça. Ouais, c'est ça, mais oui. Et le truc c'est que ces personnes-là en fait sont considérées comme le jury parce que c'est le public qui vote et c'est des vieux du village qui se prennent vraiment pour un vrai jury, quoi. Oh, wow. Et donc en gros ils sont là avec leurs papiers et toi moi j'arrive sur scène et il y avait les 15 personnes là et t'avais le groupe d'humoristes qui allait passer après et tout, qui eux se foutaient de ma gueule, tu vois. Et c'est les seuls gens qui rigolaient de la salle. J'arrive et donc pendant 8 minutes je parle comme ça et mais pas un rire, rien du tout. Déjà ma première blague, bon, qui était pas ouf parce que c'était pas un sketch non plus fou. J'arrive, je fais bonsoir, je m'appelle Nikos, comme Nikos Aliagas, mais sans le Aliagas. Et je sais que c'est une blague nulle, mais genre. Non, elle est pas mal, moi j'aime bien. Mais en fait, je mettais un blanc, et puis je dis, ouais, c'est pas ouf. Du coup, je suis célibataire et je n'arrive pas avec mon humour. Un truc comme ça, tu vois. Mais en gros, je jouais avec le blanc qu'il y avait et la gêne que ça engendrait pour en faire un rire après, bref. Et sauf que là, il n'y a pas eu de rire après. Et donc, du coup, j'ai juste mis le blanc. Il y a eu un blanc, ça c'était voulu. Mais quand j'ai fait ma punch, il n'y a pas eu de rire. Et puis, j'avais. Dans les 3-4 phrases qui suivaient, c'était des blancs à chaque fois aussi. Et donc, c'était. Et normalement, c'était pas des blancs. Normalement, il y a des gens qui rigolent. Mais là, il y avait personne qui rigolait. Je les avais pas eu dès le début. Et genre. Après, pendant 8 minutes, c'était long parce que je parlais. Les gens, ils rigolaient pas. C'est là qu'il y a un type qui s'est endormi. Parce qu'il faut savoir, oui, en fait, j'ai pas dit ça, mais les gens, ils sont avec les papiers. Mais donc, ils t'écoutent pas. Ils sont là, ils écrivent ils juste. pas en fait. Ils regardent le plafond. Oui, c'est quoi ça? C'est du bois. Et toi, t'es là, tu parles. Et mais personne n'a envie de rire ici. Pourquoi moi je viens vous faire rire, vous voulez pas rire avec moi, tu vois? Et j'ai eu cette sensation là. Bon après c'est parce que j'avais le seum, parce que il y en a qui avaient réussi à le faire rigoler, mais juste que moi j'ai pas réussi. Et pendant 8 minutes c'est long et je me suis même dit, c'est la première fois que je me suis dit ça, viens je sors de scène, tu vois. Ah ouais. Parce que ça sert à rien, ça faisait 3-4 minutes, les gens ils rigolaient pas, je me fais du mal, je fais du mal à eux, enfin personne ne veut être là, et donc je sors, mais heureusement je suis pas sorti parce que c'est le pire truc à faire je pense, abandonner comme ça c'est nul. Donc il faut aller jusqu'au bout et donc je suis allé jusqu'au bout, c'était dur. Et au final ça a été parce que j'ai quand même été sélectionné par le festival pour faire une première partie après. Bah ouais, donc c'est une bonne fin. Mais parce qu'il m'avait vu autre part. Je suis certain que c'est pas c'est pas grâce à cette scène qu'ils se sont dit on va le prendre lui. Okay. Il a bien bidé. On va le mettre devant 500 personnes. Mais Festival de Rochefort, j'ai fait un big up à eux parce que ils me donnent des occasions, ils sont vraiment derrière moi aussi, donc c'est un très chouette festival. C'est juste que les auditions là cette fois-ci c'était galère parce que c'était mes débuts de stand-up, donc j'ai pas réussi non plus à gérer avec la scène, quoi, tu vois. Maintenant peut-être que ça irait mieux, je sais pas, mais j'ai plus envie d'essayer. Ah ouais. Ça m'a trop. Ah oui, il y a un traumatisme, quoi. Bah je sais pas, j'y suis retourné l'année passée pour faire une audition du coup.
ça a été un peu mieux, mais pas comme je voulais, quoi. Ouais. Et quand tu remontes sur les planches, t'es là, tu vois, comme dans les films, tu vois des flashbacks, tu vois des gens qui tirent des flèches dans ton cœur. Non, parce qu'en fait, moi, l'humour, je trouve que c'est l'art qui est le plus démonstratif. Enfin, pour moi, parce que l'humour fait quand même partie de ma vie. Et je souligne quand même que quand je dis des trucs comme ça, j'ai l'impression de me prendre pour un génie de l'humour et tout, mais pas du tout, vraiment. J'aime Ça ce donne que je parle de ça. il est totalement Ouais. présent durant toute l'interview jusqu'à présent, tout le temps. Oui, mais attendez. Non, je mais sais pas c'est vrai. si, J'aime pas parce que j'ai l'impression que genre, je suis un génie. Alors ça fait 2 ans que je fais ça et tout, mais juste que bon, du coup j'ai quand même eu quelques expériences avec ça et que je trouve que donc l'humour fait partie de ma vie de manière omniprésente parce que genre par exemple pendant toute ma jeunesse, encore maintenant, quand on me demande ta qualité principale, je dis drôle. Tu vois, où les gens me caractérisent comme drôle. Donc c'est vraiment, ça fait partie de mon identité, quoi. Et donc quand je viens avec un sketch qui est drôle pour moi c'est vraiment, je monte sur scène, j'ouvre mon corps comme ça et je dis est-ce que ça vous plaît, et s'ils me disent non, ben je suis tellement un nu que je suis perdu, quoi, tu vois. Ouais, en fait, cette qualité, ce qui te définit, c'est vraiment ton identité que tu laisses Ouais. en pâture au public, quoi. Ouais, et que Il soit faut- ils aiment, soit ils aiment pas, quoi. Ouais. Et c'est subjectif, donc parfois il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Mais j'aime bien cette image de vraiment genre ouvrir son cœur et d'attendre si les gens soit ils le prennent, soit ils lancent des fléchettes dedans, quoi. Et pourtant, tu reviens quand même. Parce que la manière dont tu décris, ça fait peur, quoi. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. d'un point de vue extérieur, je me dis, waouh, je pourrais pas, quoi. Ouais, mais quand ça marche, c'est cool. Et comme ça marche plus souvent que je bide, heureusement, sinon là j'aurais déjà arrêté. Mais quand ça marche, c'est terrible, quoi. Tu fais une blague, tu vois tout le monde qui rigole, et puis les commentaires à la fin, ouais, c'était vraiment cool et tout. Ça fait plaisir aussi. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à dire que vous aimez un jeune artiste si vous le voyez. Ça fait toujours plaisir, en vrai, un petit truc genre, ouais, c'était bien, continue, machin, ça nous motive, et ouais, ça fait plaisir toujours. Ah non, ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, n'hésitez pas Voilà. à lui envoyer des DM ou aller le voir après un Ouais. spectacle. En ce moment, avec les mesures sanitaires, peut-être pas, mais après, n'hésitez pas à aller lui dire. Mais surtout avec tous les artistes, quoi. Même des Ouais. musiciens, si vous voyez un petit groupe ou quoi, n'hésitez pas à dire, ouais, c'était cool. Voilà. Non, c'est Y a vrai, pas- y c'est a pas vrai. de- Toutes les personnes qui ont quelque chose qui a un rapport avec un public et ils ont besoin des commentaires des autres et ça les construit, ça les définit et c'est important. Justement, en parlant de défini, tu disais que. T'as la transition, paf. Attends, on fait un podcast, on n'en Ah, fait pas. ouais, non, quoi, c'est bien, qu'est-ce c'est que tu bien, veux non, c'est bien. Tu disais justement que la première chose qui te définissait le plus était le fait que tu étais drôle. Je voulais savoir, est-ce que, voilà, moi en tout cas, je t'ai découvert par Instagram et la première chose que je me suis dit, ah ouais, il est humoriste. Nikos, c'est un humoriste. Et c'est seulement par après que j'ai entendu que tu faisais des études et tout ça. Je voulais savoir Ah ouais, si tu as parfois du mal à être pris au sérieux dans ta vie de tous les jours. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, les humoristes, ils ont peut-être parfois dur à ça. Je sais pas si c'est... À quel niveau, genre Eh bien, je me dis, ça peut partir. Parce que déjà, le nombre de fois que j'ai entendu dans des interviews des humoristes qui disent ah ouais, un type qui vient le voir qui dit ah ouais, sors une blague. Ah ouais. Je voulais savoir si, par exemple, vraiment dans ta vie de tous les jours, entre pas tes parents et ton entourage proche, mais les personnes que tu rencontres de manière ponctuelle, est-ce que tu as facile à te prendre. Genre, je sais pas, moi je me dis, est-ce qu'à un examen, s'ils savent que tu es humoriste, est-ce que c'est facile de te prendre au sérieux? Est-ce que quand tu vas avoir une discussion un peu plus profonde sur la religion et sur tous les autres sujets hyper touchy, est-ce que on va dire ouais mais non, mais toi t'es un blagueur, d'où tu viens nous ouais. parler de ça, tu vois? Je voulais savoir un peu si c'est vrai, c'est vraiment un jugement et un préjugé que j'ai. Je sais pas du tout si c'est le cas, mais je voulais te poser la question là-dessus. Avec moi, non, je pense pas. J'ai pas cette impression. Après, en fait, ça dépend les gens. Ce truc, par exemple, de pas considérer comme un vrai métier à part entière. Par exemple, fais-moi une blague, tu vois. Jamais tu demandes à un médecin de t'ausculter Dans la rue comme gratuitement. Ouais, c'est ça. Genre, et c'est vrai que en fait, c'est juste fais une blague. Ça, on l'a sorti mais tellement de fois. Et ouais, c'est drôle parce que t'as les gens qui sont premier degré qui disent vas-y, fais une blague. Et ils s'attendent vraiment que tu fasses une blague. Ils sont en mode bah, t'es drôle normalement. Et là, ouais, mais là, Wow. j'ai pas envie de te faire une blague. Enfin, j'ai pas de blague comme ça, frère. J'ai pas envie de te faire, j'ai même pas envie de te faire rire, toi. Et puis t'as les gens qui pensent être originaux en disant hey, fais-moi une blague. Et donc ils pensent être originaux en parodiant le premier degré, mais en fait tout le monde fait ça aussi. Donc le mieux pour être original, écoutez bien, c'est de ne rien dire. C'est de pas faire de fais-moi une blague, parce que c'est ridicule. Mais alors ouais, du coup c'était une aparté, mais genre être pris au sérieux, je crois que ça va. Peut-être que Radio Contact ça a aidé aussi parce que ça rajoute du crédit. Moi je sais que j'aime vraiment bien. Je trouve qu'il y a deux types d'intelligence. T'as l'intelligence un peu comment dire, de la connaissance pure, tu vois, genre je connais toutes les dates de l'histoire, je sais te faire je sais pas
enfin, je sais te dire toutes les molécules d'un truc. Tu vois, des trucs très connaissance pure. Et tu as plus de la réflexion interne, introvertie, des trucs où tu te concentres sur tout ce qui t'entoure, sur comprendre ce que tu ressens, comprendre comment les gens interagissent avec les autres. Tu vois, plus un truc comme ça. Une sorte de school smart, street smart. Je sais pas si tu vois cette expression en anglais. Non, je connais pas. Où le school smart, c'est quelqu'un qui est premier de classe. Et le street smart, c'est quelqu'un qui est plutôt débrouillard et qui est plutôt futé dans sa manière de Ouais. réfléchir, tu vois. Ouais, ce serait plus un truc comme ça. Ouais, alors, premier de classe, c'est clairement bien représenté. Le premier de classe est celui qui peut-être plus comprend un peu plus l'intelligence émotionnelle. Bon, j'aime pas ce truc parce que mon père une fois m'a dit t'as une intelligence émotionnelle. Je dis bon, je sais pas si c'est gentil ou pas. C'est genre t'es gentil mais t'es con, tu vois. et du coup, et donc j'aime bien ces différentes types d'intelligence et je pense que moi je préfère l'intelligence où tu réfléchis sur ce qui t'entoure, sur comment tu ressens les choses. Et donc dans les débats, on y revient, dans les débats ça peut être un point de vue intéressant parce que les humoristes, je crois, sont beaucoup dans l'observation, sont beaucoup dans la compréhension de ce qu'ils voient et tout. Et donc dans le débat, ça peut être intéressant justement. Et donc je pense qu'à partir du moment où tu arrives à montrer non mais attendez, regardez, moi j'ai peut-être pas la même connaissance que vous, mais j'ai peut-être vu la chose différemment. Et une fois que tu arrives à montrer ça aux gens, ils disent ah peut-être qu'il vaut la peine d'être écouté, je pense. Et donc je crois qu'il y a, je pense qu'il y a ce truc-là. En tout cas moi, je sais que c'est un axe que j'essaie vraiment de travailler avec ce truc de réflexion, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de juste parfois se poser, faire une nuit où tu écris ce que tu ressens. Et puis après, quand tu relis, tu te dis, ah, ok, j'ai mis des mots sur ce que je ressentais. Je trouve que c'est une intelligence très intéressante. Genre, par exemple, pour moi, Roman Frécinet, c'est un mec qui a fait ça full, quoi. Tu vois que quand il parle, il a compris tellement de choses, j'ai l'impression. Et le truc qui est fou avec lui, je pense, c'est que si tu lui demandes, enfin, si tu lui dis, t'es trop intéressant, t'as réfléchi à plein de trucs, c'est sûr, il va te dire, bah non, mec, pas du tout. Et cette réponse, elle accentue encore plus. C'est qu'ils se rend même pas compte, tu vois. Et du coup, je me dis, vas-y, t'es encore plus un génie que ce que je pensais. Mais je crois que j'ai fait beaucoup de boucles pour revenir à la. Tranquille, hein, on est là pour ça. Vous pouvez remettre replay si vous voulez. Mais justement, tu parles de Roman Frécinet. Avant le podcast, on parlait de Roman Frécinet. J'ai l'impression qu'on pourrait dire que c'est quand même une inspiration pour toi. Oui. Je veux savoir un peu si tu avais d'autres inspirations ou bien si tu voulais un peu plus nous parler de Roman Frécinet. Pourquoi il t'inspire? Alors clairement, Roman Frécinet, c'est mon petit bijou. Je l'aime vraiment bien. Non, je le trouve trop bien. Et puis j'ai écouté aussi beaucoup de ses podcasts. Des podcasts. et je le trouve trop intéressant dans sa manière de voir les choses, de voir le monde et tout. Ou de voir même la profession d'humoriste. Ouais, du coup, lui c'est un peu mon petit bijou, mais j'en ai plusieurs. J'ai aussi Guillermo Guise, que tu connais, qui est donc un humoriste belge, qui j'ai eu la chance de faire des premières parties et de jouer sur son plateau. Ouais, je suis trop content parce que c'est un type, j'étais fan de lui avant de commencer. Et puis je commence un peu, parfois je le croise au Kings of Comedy Club, je suis un peu tout gêné. Et puis après, une fois, pour un travail de l'IEX, j'ai réussi à l'approcher pour faire des photos. Enfin, l'approcher, il est pas difficile d'accès, mais je dis ouais, excuse-moi, je vais faire des photos pour un travail, est-ce que t'es chaud, je te le fais et tout. Ah, c'est marrant, donc même comme tu disais au début de tes études, elle essaie toujours de se raccrocher au stand-up, t'as des devoirs stand-up. Ah oui, mais ça, tout le temps. À chaque fois, j'avais un travail, je le reliais au stand-up. Genre, j'ai dû mettre en place un événement pour un crédit projet. J'ai organisé une scène stand-up. Je devais prendre des photos, j'ai fait des photos de stand-up. J'ai dû faire. Attends, c'est quoi des interviews, je fais des interviews de stand-up. Enfin, tout c'est stand-up. Les profs, ils ont compris, à mon avis. Mais... Et donc, lui, j'ai réussi à l'approcher du coup via pour prendre des photos de lui. Et du coup, j'étais déjà tout gêné un peu. Et au fur et à mesure, en fait, il m'a invité à une carte blanche, donc à une scène qu'il organise. Puis après, j'ai pu faire sa première partie. Et là, c'est un truc de fou, quoi. Je suis là dans la loge avec lui. Je suis putain, mais je kiffais ce mec avant de commencer. Et maintenant, je fais ses premières parties. Ah, ça, c'est beau, cool. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Bravo. Et surtout que j'admire vraiment son travail. Genre, j'ai fait des premières parties de son rodage au Kings of Comedy Club. Donc, je voyais les sketchs plein de fois. Et je rigolais à chaque fois, quoi. Ouais. C'est drôle, c'est bien dit. Genre, il a une aisance sur scène. Il y a des gens qui disent ouais, tu ressembles un peu d'ailleurs à Guillermo Guise. Donc ça fait un peu peur aussi parce que je me dis j'ai pas envie de m'inspirer trop de la personne que dans j'adore. l'humour, ok. Je croyais que c'était physiquement, je comprenais pas. Non, pas physiquement, mais en fait dans la manière de bouger sur scène, dans l'intonation, parfois. Donc j'essaie un peu de me détacher de ça. En même temps, c'est quand même un chouette compliment que je prends, tu vois. Bien sûr. Mais donc ça, c'est à chaque fois les deux que je dis. C'est marrant parce que tu parles de gestuel lorsque tu t'entraînes pour faire un stand-up. Je suppose devant ton miroir ou je sais pas avec un peigne. Est-ce que tu gères aussi ta gestuelle? Non, parce que je pensais que c'était que la voix et les intonations, mais il faut aussi faire attention à ta gestuelle, à la manière dont tu vas tenir ton micro et ce genre de choses-là. Bah, normalement oui.
Ok. T'as toute mise en scène, et c'est ça, je crois que tu différencies un humoriste, un bon humoriste, enfin plus un humoriste pro qu'un humoriste qui fait ça comme ça. C'est que quand t'as une mise en scène et tout, c'est vrai que l'impact des gestes, c'est quand même fort, quoi. Si tu dis, bon, un truc tout nul, hein, mais genre il pleut et que tu fais pas de geste comme ça, bah, ce geste ça peut être un running gag, juste le. En fait, je sais plus qui disait ça, j'avais entendu qu'en vrai, tout ton corps exprime quelque chose. Donc en fait, un déplacement, ça peut être une vanne, genre un mouvement de la tête, ça peut être une vanne, genre tout peut être une vanne. Mais bon, moi dans un premier temps, là, je me concentre sur le texte, Ouais. sur l'articulation, parce que c'était mon plus gros défaut au début. Genre, je parlais beaucoup trop vite et j'articulais pas. Ouais, je me souviens de la Et, chronique radio où il te frappait Ah ouais, la main. avec la latte, ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai travaillé. Et dans un deuxième temps, quand j'aurai un bon texte, un spectacle entier et tout, là, je me concentrerai sur les déplacements parce que c'est important, quoi. Ok, je m'étais posé la question juste là maintenant Ah ouais. quand tu parlais, et c'est vrai que je m'étais jamais vraiment rendu compte, mais c'est vrai que maintenant que tu le C'est dis, sûr. ouais, ça paraît tout à fait logique en fait. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un truc que je me suis dit il y a pas longtemps. Tu regardes souvent des sketchs en Ouais, quand vidéo? même, ouais. Moi, j'ai l'impression que quand ils font des blagues, toi, ils démarrent à un point A, ils font une blague, ils se dirigent vers un point B, et puis quand ils terminent ce sketch-là, ils reviennent au point A, et puis ils recommencent. Et il y a toujours ce déplacement qui va, qui revient, pour montrer qu'on va là, on va là, on va là, hop, on rebobine, on va là, on va là, on va là, hop, on rebobine. Et ça, c'est des trucs qui se travaillent, parce que quand tu vas voir un spectacle d'un type et que tu vas le voir 2 semaines après, il fait les mêmes mouvements, quoi. Tu vois. Enfin, pas tout le monde, hein, mais Non, j'imagine mais quand je même. vois. Et puis c'est peut-être aussi, tu sais, il y avait une des scènes de Farid où il Mhm. était au milieu d'une sorte de stade, c'était une sorte de scène ronde. Incroyable. Sur Ça doit Netflix. être ça doit être Mhm. super compliqué à gérer un public en 360, quoi. Il doit se tourner tout le temps Ouais. pour pouvoir voir tout le monde. Ça doit être, ça doit être, à mon avis, très compliqué à chorégraphier, on va dire. Ah ouais. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que les déplacements sont en fait très importants. Ouais. hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai failli jouer sur une scène 360 degrés. Waouh, Avec quelle le expérience Kings ça of... doit Ouais, être. je voulais trop. Je crois que c'est à cause du confinement, ça a été annulé. Parce que je viens de me souvenir que je l'ai pas fait, donc je crois qu'il y avait une raison. Et oui, c'était à cause du confinement. Mais j'ai trop envie d'essayer parce que je me dis ça c'est un exercice. Tu dois déjà quand t'as une scène normale, faut faire attention à regarder tout le monde. Et parfois t'as des scènes où ils sont un peu plus sur le côté, il faut aussi les regarder. Mais s'ils sont tous derrière toi, c'est très perturbant de. Enfin ouais, faut y penser et tout quoi. Donc ouais, c'est un travail, c'est sûr, c'est un travail par antenne. C'est pour ça que les metteurs en scène existent. D'ailleurs, c'est parce que je crois que c'est important. Mais là, moi, je me concentre encore pas trop dessus. Et j'essaye un peu de certains trucs les faire avec des gestes, mais c'est pas encore habituel, quoi. On arrive sur le dernier petit chapitre, qui est donc les recommandations. Les recommandations, ça peut être humoristique, et ça peut ne pas l'être du tout. Moi, déjà, je voulais recommander quelque chose. Je me lance directement. Comme ça, tu peux encore manger ton Mikado tranquille. Merci. Et c'est le dernier spectacle plutôt de Anna Gatsby, qui est sur Netflix. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu son premier stand-up sur Netflix, qui était juste dinguissime, qui était assez spécial parce qu'en fait, il commençait drôle, et puis il y a un shift total. Ça devient hyper sérieux, ça devient hyper sur un sujet. J'ai pas envie de spoiler, mais sur un sujet hyper. Tu l'as vu? Non, je t'écoute attentivement. Et à la fin, tu rigoles plus du tout. Donc, Ah ouais. on va dire que ta stand-up, il dure 1 heure. La 30 dernières minutes, tu rigoles plus du tout. Tu fais juste attention à ce qu'elle dit. Incroyable. Elle est prise par l'émotion. Et en fait, tu passes du rire à vraiment de la chair de poule et une sorte de colère, peur. C'est une sensation très spéciale. Je peux pas trouver le mot. Et en fait, tu ressors de là vraiment pas bien du tout. Et c'est bizarre parce qu'il était présenté comme un stand-up. Ouais, c'est ça. Et il y avait tout du stand-up. Mais juste les 30 dernières minutes, tu rigoles plus du tout parce que c'est un sujet très sérieux, très sensible. Et puis, elle revient avec le spectacle Douglas. Voilà. Qui est un spécial Netflix. Et elle commence directement son spectacle en disant vous vous souvenez du dernier hein je sais, vous vous attendez à pas rire, vous savez à quoi vous attendre, mais vous inquiétez pas. Et elle fait un truc de dingue. Je vais pas trop spoiler, c'est vraiment le tout début. Elle fait un menu de ce qu'elle va dire. Elle va dire voilà à quoi vous vous attendez. Et puis elle dit vous allez rire à ça, vous allez faire ça, vous allez rigoler et crier à ça, vous allez dire ce mot-là à ça. Et puis tu oublies tout ça et elle te sort et vraiment en fait, tu te rends compte que son menu qu'elle avait dès le départ, elle te ressort tout ça durant tout le spectacle. Il dure genre 1 heure, 1h20. C'est dinguissime. Vraiment, tu te dis, elle avait tout prévu. Donc ça veut dire qu'elle avait super bien préparé tout ça. Même les petits moments où tu te dis, ah, c'est de l'impro parce qu'elle a l'air plus relâchée. En fait, tu te rends bien compte qu'elle avait déjà prévu tout ça et qu'elle avait tout bien prévu. Bref, je trouve que c'est une génie. C'est une Australienne, donc c'est anglophone.
Et je vous conseille de commencer par Nanette, l'autre spectacle avant, qui permet de vraiment encore tellement profiter du deuxième, qui est juste voilà, dingue. Ça, c'était la première reco que je voulais absolument recommander. Je te le recommande aussi, parce que c'est juste dinguissime. Je vais regarder. Et en plus, je trouve ça super intéressant de se dire comment elle a réussi à créer quelque chose de sérieux et une ambiance très sérieuse à travers des blagues et tout. Voilà, c'est très, très, très bien. Et la deuxième chose, je l'avais recommandé dans le tout premier épisode, mais je trouvais ça intéressant de le re-recommander maintenant, qui est donc The Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série sur une stand-upeuse. C'est pas une histoire vraie, mais c'est sur une stand-upeuse dans les années 50, 50-60. C'est très bien mesuré. Bref, je vous conseille Anna Gatsby et The Marvelous Mrs. Maisel. Je voulais savoir un peu ta reco, toi. Dis-moi tout. Mais moi, j'ai rebondi sur le truc du stand-up que tu as parlé. Je sais pas si tu connais le spectacle qui s'appelle Three Mics. Ouais, mais je voulais t'en parler en plus justement quand tu parlais des déplacements. Ouais, lui, justement, il a ses zones sur la scène. Ouais. Et c'est de Neil Brennan, Brennan. Je sais pas comment on dit, Brennan, ouais, ça. Qui est le writer d'un autre très connu, je crois, de Dave Chappelle, non? Je crois qu'il en parle d'ailleurs. Ouais. Il parle qu'il est fort pote de Dave Chappelle, non? Mais je crois qu'il a écrit des blagues pour lui. C'est possible. À mon avis, ils se connaissent tous de toute façon. Ah oui, et du coup, c'est pareil un peu, c'est ce truc vraiment de trois pour ceux qui connaissent pas, du coup, il a, sans spoiler non plus, il a donc la scène qui est séparée virtuellement, on va dire, en trois espaces. Il y a 3 micros. Et en gros, il va se déplacer à chaque fois d'un micro à l'autre. Et chaque micro est une manière différente de rigoler. T'as juste des sketchs normaux. Puis t'as des one-line, donc c'est juste une phrase, un rire. Et puis t'as une histoire un peu... C'est drôle, mais en même temps, c'est plus on t'écoute. Vas-y, t'as des trucs à dire, on va t'écouter. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc, à mon avis, j'ai peut-être aussi aimé ce que t'as recommandé. Et sinon, pour des trucs un peu plus, on va dire, francophones, moi, il y a Le Roi de la Vanne, c'est je sais pas si tu connais. Non. C'est une série de Guillermo Guise. Forcément, voilà. J'ai envie d'avoir des premières parties encore. C'est Le Roi de la Vanne, c'est donc une série, je trouve, c'est sur Canal+, mais sur YouTube ou Facebook. Et qui explique. C'est un peu, on va dire, la vie de Guillermo Guise, stand-upper et tout. Et c'est des petits épisodes à regarder comme ça, de 2-3 minutes, je pense, qui sont assez drôles. C'est un peu dans le même délire que Pitch. Ouais. En gros, c'est une mini-série, quoi. C'est pas le même thème du tout, mais c'est 2 petites séries. Moi, je les kiffe trop. Pitch de Baptiste Le Caplin, et c'est à mourir de rire, et Roi de la Vanne de Guillermo Guise, qui pour moi aussi est vraiment drôle et qui a pas eu la visibilité que ça méritait, en fait. Tu vois. C'est pour ça que tu veux rendre justice. Voilà, c'est ça. Et avoir des premières parties. Eh bien, on arrive vers la fin de cette émission. Avant d'en finir, première chose, je voulais encore une fois te remercier déjà d'avoir accepté, d'avoir été si bienveillant en message, mais aussi d'avoir été si honnête durant cette émission même. Je voulais te dire aussi que tu m'inspires fort dans la débrouillardise et dans tout ce que tu as entrepris, dans ce côté très entreprenant que tu prends pour ça, de faire en même temps les études, en même temps le stand-up et de réussir à créer cette passion de pouvoir essayer d'amener que tout le monde soit content et que tout le monde soit... Donc voilà, je voulais te dire vraiment bravo, tu es quelqu'un d'inspirant et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Ça fait plaisir, je suis ému. C'est des qualités, je le pense vraiment. C'est bien, il faut flatter mon ego. Non, mais merci d'avoir invité et franchement c'est cool, c'est chouette, on se sent bien, on discute et tout, ça fait plaisir quoi. Cool, on met des mots sur ce qu'on ressent, donc c'est cool. Eh bien, avant de finir cette émission, on finit toujours par une citation. La citation qui t'a inspiré, la citation qui va nous inspirer, ou juste une citation que tu as envie de dire, ça peut être n'importe quoi, j'aime la raclette, voilà. Ok. Mais voilà, et ce sera le mot de la fin. Voilà, juste avant que tu dises cette citation, allez trouver Nikos sur Insta, est-ce que tu as un autre... Est-ce que tu as une date qui est après le 24 que tu aurais envie de promouvoir? Est-ce que... Le 30 juillet, je viens au Kings of Comedy Club, justement. 30 août. 30 août. Le 30 parce qu'on est en août. Le 30 août, je fais un 30-30, donc c'est 30 minutes de blague avec un autre humoriste. Là, c'est avec Dena, qui est une humoriste que j'aime beaucoup, qui est aussi une amie. Et voilà, c'est 30 minutes de blague chacun, c'est cool, c'est au Kings of Comedy Club. Si jamais vous voulez venir, ou alors toutes mes infos sont sur Instagram, NIKOOZZ. NIKOOZZ. Parfait. Donc je mettrai en lien ton Insta, ils pourront retrouver tout ça. Et n'hésitez pas à suivre aussi en bas de café si vous avez aimé cette interview. Faites-le.
Oh, merci, merci. Il faut. On Et- soutient les projets comme ça. Oh, merci. C'est beau. Ouais. Et voilà, je te propose de finir cette émission avec la citation. Citation. Mais il faut que j'en trouve une du coup. Mais ce que je peux te proposer, c'est alors plutôt, si tu as envie, de proposer une leçon que toi, tu as apprise durant ces 2 dernières années de stand-up dont tu parles. Peut-être que tu aurais envie de donner un conseil à la personne qui a envie de se lancer, par exemple, dans le stand-up, ou une personne qui a envie de se lancer juste dans un projet. Ouais, c'est une citation, j'aurais dû en sortir un truc de monstre, quoi. Un truc, oh, il est trop fort, lui. Et du coup, j'ai pas ça. Mais ouais, bah, si c'est juste aller un conseil ou quoi, même si je suis personne pour donner un conseil, mais vas-y, si jamais. Mais je sais pas, moi je pense qu'il faut juste. Faut oser, Ouais, je crois qu'en fait, oser, déjà, ça représente bien. Juste, si c'est un truc que tu veux vraiment faire, je pense que tu le ressens dans tes tripes, tu vois. Et à partir du moment où tu le ressens à ce point-là, te pose pas cette question. Pas trop, parce que quand on pose trop, après, tu te mets des barrières. Et il faut juste passer le pas, oser le faire. Si c'est vraiment ce que tu vas faire, tu vas t'en rendre compte que c'est le bon chemin à suivre. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Et donc, je me dis que. En fait, moi, je trouve ça dommage, les gens qui osent pas. Parce que quand justement j'expliquais, les gens qui me disent j'aurais bien voulu le faire, j'ai dit, fais-le, tu vois. Qu'est-ce que ça a à perdre? Si t'as envie de le faire, si t'as vraiment l'envie, normalement, tu le feras. Oser. Oser. Merci beaucoup. Merci à toi encore. Ciao, ciao. Ciao, ciao.